And tonight, disturbing surveillance video showing the murder of South Florida rapper XXXTentacion. A rap star on the rise, killed during a violent home invasion. Miller, whose real name is Malcolm James McCormick, age 26, died of an apparent overdose. Si tu t'intéresses un peu au rap, t'auras sûrement remarqué un phénomène particulier qui assez tristement touche pas mal d'artistes, c'est que pour la plupart des rappeurs partis trop tôt, leur popularité explose en flèche. C'est une réflexion qu'on est beaucoup à cette fait je pense, puisque dès lors qu'un artiste décède et que l'information est relayée sur les réseaux, tout le monde lui rend hommage, même ceux qui de base n'écoutaient pas forcément l'artiste en question. Tout le monde semble dorénavant idolâtrer le défunt rappeur en l'érigeant comme icône, limite en le sacralisant, alors que pour la plupart de leur vivant c'était des rappeurs célèbres certes, mais pas des rostas internationales. Mais alors comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'un artiste plutôt bon de son vivant devient excellent après sa disparition? Pourquoi des personnes qui n'écoutaient même pas ces artistes de leur vivant sont aujourd'hui les premiers fans? Enfin bref, pourquoi est-ce que les rappeurs percent mieux après leur mort? Hypocrisie, effet de mode ou simplement fanatisme exacerbé? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question qui nous est tous venue à l'esprit au moins une fois, et surtout comprendre à quel point la perte d'un artiste peut être un gros problème d'un point de vue éthique. Donc installe-toi bien frérot, parce qu'aujourd'hui on comprend pourquoi est-ce qu'un rappeur perce-t-il mieux après sa mort. Comme d'habitude frérot, je prends toujours 2 secondes pour te rappeler de t'abonner, d'aimer la vidéo, c'est vraiment la meilleure manière de me récompenser. Je sais que je le répète assez souvent, mais je vois bien la différence quand je le dis et quand je le dis pas. Le fait de juste prendre 2 secondes pour le faire, ça change énormément de choses, donc je remercie à ceux qui le feront. On peut commencer la vidéo. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà commencer par le constat brut. Oui, de nombreux rappeurs connaissent un pic de succès énorme après leur décès. C'est pas une légende urbaine et ça se confirme particulièrement avec des chiffres. Outre le sentiment collectif de voir de partout un artiste lorsqu'il est décédé, la réalité des streams qui augmentent de manière fulgurante après leur départ, elle existe. Et j'ai trouvé 2-3 exemples pour parfaitement te le prouver. Un des cas les plus flagrants et qui t'est peut-être venu en tête quand on parlait de rappeurs qui ont vraiment percé après leur décès, c'est évidemment XXXTentacion. Le rappeur originaire de Floride qui a commencé le rap dans les années 2010 et qui rapidement est devenu un des porte-étendards de la génération SoundCloud qui a fait énormément de bruit à partir de la moitié de la décennie. C'est un des cas qui symbolise le mieux ce phénomène qui porte un nom d'ailleurs qu'on appelle la mystification posthume. En gros, pour t'expliquer rapidement ce que c'est, même si étymologiquement tu l'auras compris je pense, la mythification posthume c'est le fait de créer un mythe, donc un récit romancé et mélioratif d'un individu, voire limite sacralisant après le décès de celui-ci. Outre le rap, c'est quelque chose qui s'est déjà beaucoup fait dans l'histoire de manière générale, pas que dans la musique ou dans le domaine artistique, le fait de créer une forme de culte de la personnalité chez un individu après sa mort, quitte parfois à oublier les actes commis durant l'existence de ce dernier d'ailleurs, mais ça on y reviendra plus tard. Dans le cas de X, sa hausse de popularité entre sa carrière anthume, donc c'est-à-dire quand il était vivant, et sa carrière posthume, c'est de loin une des plus flagrantes de l'histoire du rap et qui caractérise à 2000% ce phénomène. Le 18 juin 2018, après son assassinat au volant de sa BMW i8 qui sera annoncé seulement 1h30 après l'heure de son décès, le rappeur de Floride va connaître en l'espace de 24 heures seulement une hausse de plus de 1600% de streams sur ses musiques. En l'espace de 24 heures seulement, son morceau Sad, paru sur son dernier album quelques mois plus tôt, va devenir le morceau le plus streamé en une seule journée devant Taylor Swift avec plus de 10,4 millions d'écoutes en 24 heures. Et pour battre Taylor Swift dans le domaine des streams, crois-moi il faut le faire mon pote. Tellement le record atteint par X à cette période est big, il devient le premier artiste depuis Biggie en 1997 à atteindre la première place du Billboard 100 pour un artiste décédé, alors que de base son morceau était 52e dans le classement depuis un petit moment déjà. Outre ces records de stream gargantuesques, les différents hommages qui lui ont été portés se comptent par centaines. Dès le lendemain de son départ, des fans se sont rejoints par milliers pour envoyer une dernière pensée à l'artiste, que ce soit autant sur le parking où il a été assassiné, qui a été décoré, les rues de sa maison d'enfance ou encore les hommages sur les réseaux. X est devenu en l'espace de quelques heures seulement un des visages les plus connus du rap à ce moment, si ce n'est le plus connu. Ce schéma de gain de popularité énorme après le décès d'un artiste, c'est d'ailleurs loin d'être un cas isolé. X n'est pas le seul à avoir connu un succès exponentiel après son départ. Dans le même registre et à peu près à la même période, on peut citer Mac Miller, rappeur originaire de Pittsburgh qui s'est fait sa place dans les années 2010 et qui est décédé en 2018 des suites d'une overdose. À la suite de son départ, ses streams augmentent de 970%, passant d'environ 3 millions par jour à plus de 32 millions juste après son décès. Et même mieux encore, 7 de ses anciens albums sont retournés dans le top des charts dans les semaines après sa mort, y compris ceux que personne ne calculait beaucoup à l'époque. Autre cas plus récent, le légendaire MF Doom qui a connu un saut de 870% après l'annonce de son décès dû à une hypoxie cérébrale, ce qui fera rentrer 16 ans après sa sortie son album Mad Villainy à la 73e place du Billboard. Bref, la liste est longue, des exemples il y en a des dizaines, j'ai même pas parlé des Pop Smoke,
Nipsey Hussle, Tupac, Biggie ou encore Love Resval et Népal pour le côté francophone qui eux aussi ont connu un gros buzz après leur décès. Mais désormais, malgré tous ces exemples qui prouvent bien qu'un artiste perce mieux lorsqu'il est décédé, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un rappeur qui se démène toute sa carrière à faire connaître sa musique, qui imagine des stratégies promotionnelles, qui s'entoure et qui charbonne comme pas possible, n'atteindra jamais le niveau de buzz qu'il aura s'il décède tragiquement? Eh bien, malgré les différentes réponses qui pourraient venir en tête, la réponse est un peu plus complexe qu'elle en a l'air et repose en fait sur plusieurs facteurs psychologiques et comportementaux qui valent la peine d'être creusés. Déjà, en premier lieu, il y a évidemment l'énorme couverture médiatique liée au décès d'un artiste, qui est plus si celui-ci surgit de manière imprévisible, comme a pu être celui de X, Mac Miller ou encore Pop Smoke. Quand un rappeur disparaît de façon soudaine, c'est partout, au JT, sur les réseaux, même dans les journaux, et ce battage médiatique agit comme une pub géante, voire peut-être même la meilleure pub en termes de visibilité possible pour un artiste. C'est un peu morbide, je suis d'accord. Le fait de voir quelqu'un de partout, dans tous les médias, ça suscite l'intérêt de ceux qui écoutaient déjà, mais aussi et surtout de ceux qui n'écoutaient pas, qui vont peut-être aller écouter l'artiste en question, histoire de savoir de qui tout le monde parle, ce qui indirectement va faire des streams. Autre point clé qui explique pourquoi les rappeurs percent mieux après leur mort, c'est évidemment l'effet émotionnel et nostalgique. Un artiste, de manière générale, on l'apprécie parce qu'on aime son œuvre, et pour certaines personnes, ces œuvres aussi peuvent les accompagner, les faire évoluer, voire même les remettre en question au point de les marquer au plus profond d'eux-mêmes pendant des périodes pas faciles. Évidemment, si demain tel ou tel artiste qu'ils aiment vient à disparaître, c'est quelque part comme perdre une figure familière qui a involontairement été présente dans la vie de ces individus, ce qui renforce cet effet de nostalgie en cas de décès. Si demain, toi, on t'annonce le décès d'un rappeur avec qui t'as grandi, que t'as écouté à tes premières soirées, que t'as écouté tout seul en pleurant dans ton lit, au contraire que t'as écouté quand tout allait bien, ça va te faire un petit effet et c'est normal. Outre ces deux éléments assez évidents, on peut aussi notifier l'aspect prise de conscience de la mortalité. Quand un artiste meurt, surtout s'il est jeune, ça nous met une petite tape derrière la nuque pour nous rappeler que nous aussi on n'est pas éternel et que ça peut très bien être notre cas. On n'est jamais sûr à 100% de se réveiller demain et ça on le comprend en partie quand on voit des figures que l'on apprécie périr du jour au lendemain, ce qui intrinsèquement peut nous pousser à écouter la musique des défunts de manière assez cathartique. Bref, toutes ces raisons diverses qui permettent de répondre à la question, ça rejoint un seul et même point dont on a parlé tout à l'heure mais qu'il faut mettre en avant et tu vas comprendre pourquoi. Je parle évidemment de la mystification posthume. La mystification posthume, comme on l'a dit, c'est le fait de sacraliser l'existence d'un individu après le décès de celui-ci. Et il s'avère que dans le rap, sacraliser l'existence d'un artiste, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Si on remonte dans les années 90 avec par exemple Tupac Shakur, qui certes de son vivant était très connu, son image et sa mythification en tant qu'icône du rap, elle s'est indéniablement faite de manière posthume, tout comme son compère Biggie d'ailleurs. Pour rester sur son cas, cette mystification, elle a été plutôt bénéfique en somme, puisqu'on retient globalement de ce mec ses combats contre le racisme, les violences policières ainsi que la précarité financière dans les ghettos. Quand tu penses Tupac, tu penses rap, tu penses à un mec contestataire qui essayait de faire avancer les choses, et t'as pas nécessairement d'avis hyper négatif quant à sa personne de manière générale. Quelque part, cette mythification a été positive, non seulement pour son image, mais aussi pour le rap, donc plutôt win-win en somme. Mais qu'est-ce qui se passe si ça fait pas comme dans le cas de Tupac? Si, au lieu de mythifier positivement un individu défunt, on en viendrait à la limite oublier ce qu'il a pu commettre dans sa carrière et ne retenir que les passages qui nous intéressent. Si, au lieu de mythifier positivement un individu défunt, on entacherait sa réputation et celle du rap en plus de contrôler son image. La mystification posthume, elle peut parfois poser quelques soucis et devenir un gros problème d'un point de vue éthique, autant pour le rappeur que pour le hip-hop, et permet de comprendre le problème derrière les artistes qui partent trop tôt. Comme on l'a dit, derrière chaque paire d'artistes, il y a un revers de la médaille au succès souvent faramineux qu'il connaît, et celui-ci est bien souvent sur l'aspect éthique. Alors, qu'est-ce que j'entends vis-à-vis de l'aspect éthique? Globalement, je parle de tout ce qui, de près ou de loin, contient du vice et de l'opportunisme vis-à-vis de soit l'image du défunt ou alors de la culture hip-hop. Pour expliquer un peu mes propos, on va parler d'une des choses les plus concrètes pour tout le monde et qui t'est peut-être venue en tête d'ailleurs. Je parle évidemment de la plata, Hugo. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mon pote. Lorsqu'un artiste décède, je pense que c'est assez évident, tu t'en doutes, mais il ne peut plus contrôler son image, ce qui peut amener à des situations de cupidité extrême auprès des nouvelles personnes qui en bénéficient. Et oui, un artiste comme une entreprise, ça a son nom, son image, ses droits et tu peux pas faire n'importe quoi avec son travail parce que ça lui appartient. Et ça, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Je pense que tu le sais, mais par exemple sur YouTube, t'as pas le droit d'utiliser certaines musiques parce que si tu monétises ta vidéo et que tu fais des sous avec, c'est en partie grâce à l'artiste et au fait que t'as utilisé son travail pour illustrer tes propos. Le droit intellectuel, c'est fait pour protéger le travail d'un artiste et pour que tout le monde ne lui vole pas et ne l'exploite pas sans que celui-ci ne puisse rien faire. Mais du coup, comment ça se passe quand il décède? C'est une question qui vient pas forcément à l'esprit comme ça, mais si toi demain t'es un artiste et que tu cannes, qui va récupérer ta propriété intellectuelle? Qui va utiliser ton image pour faire des sous? Qui va décider à ta place de ce que ta musique va devenir et surtout qui peut la modifier? Globalement, toutes les décisions que tu choisis pour le bien de ta carrière et que tu confectionnes minutieusement dans ton intérêt et ton développement artistique, il se peut qu'un jour ces décisions soient dans les mains d'une autre personne qui elle n'hésitera pas à entacher tes valeurs pour ses propres intérêts. Pour te donner des cas un peu plus concrets d'exploitation tirée par les cheveux d'usage de la propriété intellectuelle
intellectuelle d'un artiste, on peut prendre le cas de XXXTentacion, mais ouais, encore lui, vraiment, il est taillé pour entrer dans la vidéo, c'est aberrant. Après son décès en 2018 et tout l'impact médiatique qu'il a engendré, ça a évidemment attiré quelques personnes en quête d'argent de surfer sur son décès pour profiter de sa visibilité et ainsi s'en mettre plein les poches. Parmi ces personnes, il y a une certaine Cléopatra Hereta Dina Bernard, qui n'est personne d'autre que la mère du défunt XXXTentacion et qui, après le décès de son fils, a eu l'idée d'ouvrir un musée en y exposant la voiture dans laquelle son fils a été assassiné. Alors, je sais pas pour toi, et t'en penses ce que t'en veux, mais si demain je viens à Canet après qu'on m'ait tiré dessus dans ma voiture, je suis pas sûr que j'apprécierais que ma propre mère fasse un musée où elle expose l'endroit de ma mort tout en faisant payer l'entrée. Outre le fait que c'est pas le move le plus classe, soyons honnêtes, c'est clairement un move réfléchi pour profiter de la hype du rappeur après son décès en suscitant l'intérêt de tous les fans un peu trop fans qui ont contribué justement à cette mythification posthume. Peu importe ce qu'on peut penser et le jugement qu'on serait tenté d'émettre, une chose est sûre, ce musée a bel et bien existé parce que la hype sur XXXTentacion était immense. Après, est-ce que c'était vraiment dans le but de faire un hommage à son parcours comme sa mère a pu le prétendre ou alors de surfer sur son buzz pour faire des sous? Ça, c'est libre à vous d'avoir votre avis là-dessus et de penser ce que vous voulez, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui plus est d'ailleurs, en plus de ce musée éphémère, l'entourage de X n'a pas attendu pour récidiver et surfer sur le buzz du rappeur et continuer ainsi à engranger des revenus, eux qui désormais étaient les nouveaux bénéficiaires de sa propriété intellectuelle, puisque quelques mois après son départ est paru 2 albums posthumes qu'il a en partie réalisés de son vivant et qui, forcé de constater, ont beaucoup fait jaser sur la toile. Autant pour le premier, c'était pas spécialement le cas, mais c'est surtout pour le deuxième que l'agacement des fans s'est fait particulièrement entendre. Et ce, pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu l'impression que ce projet était simplement un fourre-tout un peu opportuniste. Dans le projet, on peut retrouver des sons finis à la va-vite et qui de base n'étaient que des maquettes ou alors des featuring avec des gros artistes que X n'a jamais rencontrés de son vivant et qu'il n'aurait probablement jamais validé sur ses projets d'ailleurs. Le fait de mettre autant de gros noms comme Lil Wayne ou encore Rick Ross, c'est évidemment un moyen de faire vendre des disques en associant deux noms bien connus, plus en surfant sur l'effet posthume de X alors que celui-ci ne l'aurait peut-être jamais voulu. Pour citer d'autres exemples que X, on peut aussi parler de Tupac, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était déjà une gigastar de son vivant, mais qui a beaucoup été exploité et sacralisé après son décès. Pour te donner un ordre d'idée d'à quel point, en effet, Tupac et son image ont été exploités à partir de son décès le 13 septembre 1996, il y a qu'à voir le nombre d'albums sortis après son départ. C'est simple, on compte plus d'albums sortis dans sa carrière posthume que sa carrière entume. Bon, certes, le projet The Don Killuminati The 7 Days Theory, paru seulement 2 mois après son décès, était bouclé du vivant de Tupac, mais il n'en reste pas moins que jusqu'à 2006, soit 10 ans après sa mort, des albums sortaient encore. Alors certes, tu vas me dire, oui, mais Félix, là c'est pas très grave, c'est pas comme ouvrir un musée où tu exposes la voiture où il s'est fait tirer dessus. Alors déjà, sache que la voiture dans laquelle il a été assassiné, elle est bel et bien en vente aux enchères et tu peux même essayer de l'acheter d'ailleurs. Et en plus de ces albums posthumes, il y a d'autres choses pas forcément très éthiques qui ont été faites et qui peuvent être considérées comme la volonté de Tupac. Par exemple, on pourrait citer les différents feats avec Elton John ou encore 50 Cent qu'il a fait de manière posthume. Et est-ce que tu penses vraiment que Pac, visage de la West Coast, aurait accepté de feat avec un des visages de la East Coast de son vivant? Pareil, en 2012, Tupac a fait un concert en hologramme à Coachella. Est-ce qu'il aurait vraiment accepté ça de son vivant? Est-ce qu'il a même déjà vu un hologramme de son vivant? Ce genre de surexploitation de propriété intellectuelle, ça pousse d'ailleurs certains artistes à ne jamais donner leur consentement pour que leur œuvre soit surexploitable ou alors modifiée après leur décès. Par exemple, est-ce que tu connais Anderson .Paak? Bon, comme une image vaut mieux que 1000 mots, je te mets un extrait de qui est le bonhomme, comme ça tu percevras peut-être mieux qui il est. Bon, tu l'auras compris, ce mec c'est un artiste hyper talentueux qui depuis 2021 a même un groupe avec Bruno Mars, mais alors c'est quoi le rapport avec la vidéo? Eh bah figure-toi que ce fameux Anderson, c'est un des mecs qui prend le plus à cœur le respect de ses œuvres à travers le temps, et ce même s'il vient à disparaître demain, puisqu'il s'est fait tatouer sur le bras un message au cas où il meurt subitement en écrivant dessus: quand je partirai, s'il vous plaît ne publiez pas d'album ou de single posthume me concernant, c'était juste moi et mes démons et ça n'avait aucune intention d'être entendu par le public. Ah oui, vraiment il déconne zéro le poteau. Qui plus est, Anderson c'est pas le seul qui est réfractaire à cette idée de ne pas qu'on exploite son image après sa mort, puisqu'on retrouve aussi Tyler the Creator qui lui a littéralement écrit dans son testament qu'aucune œuvre posthume ne devra sortir s'il décède parce que c'est trop cringe. Bref, cette volonté de préserver tout le travail qu'un artiste a construit, elle est bien présente et elle semble de plus en plus se faire respecter de nos jours, comme on a tristement pu le voir récemment avec Werenoi. C'est juste qu'ici on n'en a pas parlé, c'est pour une bonne raison, c'est que sa volonté et celle de ses proches est de ne pas entretenir sa musique dans le temps pour des raisons religieuses, ce qui a poussé son équipe à supprimer tous ses clips de sa chaîne YouTube. Alors on peut parler de lui, on peut écouter quand même,
mais en revanche, il faut le minimiser pour ne pas entretenir son image d'artiste avant celle de religieux, ce qui explique pourquoi j'en ai pas parlé jusqu'à présent et pourquoi j'en parlerai plus après cette petite parenthèse. Bref, tu l'auras compris, un des gros problèmes du fait que les rappeurs percent mieux après leur mort, c'est que leur image tombe dans les mains de certaines personnes qui sont pas forcément bien intentionnées et opportunistes. En revanche, il y a un autre problème qui vient peut-être un peu moins en tête lorsqu'on parle d'un cas de mystification posthume, c'est comme on l'a dit, oublier ce qu'un artiste a pu commettre de mauvais dans sa carrière pour seulement en retenir le positif. Comme tu le sais et comme on le voit de plus en plus, les artistes ne sont pas forcément toujours ceux que leur image laisse paraître et la réalité des faits derrière leur succès cache parfois des agissements humainement horribles qui sont passés sous le tapis. Déjà, rien que de leur vivant, on a tendance parfois à passer outre les accusations et les condamnations pour certains actes immoraux qu'un artiste peut commettre parce qu'il est trop fort ou parce qu'on s'en fout, mais quand ceux-ci décèdent, ça prend une dimension tout de suite supérieure. Le mythe créé autour d'un individu décédé qui est directement en lien avec l'aspect émotionnel, ça nous pousse tous quelque part à uniquement se souvenir des bons passages du récit, alors que de leur vivant, ces artistes étaient pour certains des auteurs de violences conjugales. Pour te donner un exemple concret de ce que je viens de dire et rattacher mes propos à un visage, on peut encore une fois citer XXXTentacion. Ah oui, vraiment, j'aurais dû appeler ma vidéo « Pourquoi X a mieux percé après sa mort ?» Non, en vrai, plus sérieusement, malgré tous les hommages qui lui ont été rendus, malgré le fait que chaque jour il est écouté par des millions de personnes et qu'il est vu comme un ange parti trop tôt, combien d'entre vous saviez ou alors s'est souvenu que ce mec a été accusé, jugé coupable et a reconnu lui-même avoir frappé sa femme à plusieurs reprises? Of happiness in another person, which was a mistake initially, right? But she fell through on every occasion until now, until I started fucking her up, bro. But I started fucking her up because she made one mistake, and then from there, the whole cycle went down. Now she's scared. That girl is scared for her life. Dans cet extrait, tu l'auras bien entendu, X a avoué qu'il a clairement frappé sa femme à plusieurs reprises parce que celle-ci avait commis une erreur. Qui plus est, si tu veux vraiment tout savoir, sa copine, elle était enceinte de 1 et de 2, c'était un extrait qui date de 2016. Donc à l'époque de sa première condamnation, avant qu'il ne récidive quelques années plus tard pour les mêmes faits. Bref, tu l'auras compris, il y a un gros problème avec la mythification posthume chez certains artistes parce que le public a souvent tendance à oublier les actes immoraux commis par celui-ci dans sa carrière. Surtout que là, précisément dans ce cas, je sais pas comment tu peux être dubitatif. Il faut évidemment toujours mettre en relief et faire attention aux différentes personnes qu'on aurait tendance à mettre sur un piédestal parce que parfois cette image cache quelque chose de bien plus sale. Évidemment, là j'ai pris le cas de X, mais c'est absolument pas le seul, c'est un phénomène qu'on retrouve chez pas mal d'artistes et c'est un des points du revers de la médaille qu'on a un peu trop tendance à oublier vis-à-vis du succès des artistes après leur mort. Pour conclure cette vidéo, on peut donc dire que globalement, un artiste perce mieux après sa mort dû à notre manière de réagir à la perte, mais le but de cette vidéo, c'est aussi et surtout d'envoyer un petit message de rappel pour toutes les personnes qui contribuent à la mystification posthume d'un artiste. Alors attention, je veux pas faire le moralisateur ou l'aigri, puisque dans certains cas, ça contribue à continuer à faire vivre l'artiste dans le temps avec une des choses les plus chères et intimes qu'il a eu de son vivant, quitte à savoir son œuvre artistique. C'est une manière ultra noble de rendre hommage à quelqu'un que de porter dans le temps son travail, son esprit ou encore son message, mais il faut le faire à bon escient pour ne pas que ça déconstruise tout ce qu'un artiste a pu essayer de construire tout au long de sa vie. Tu vas me dire que nous, en tant qu'auditeurs, on peut rien faire, c'est pas nous qui allons décider si tel ou tel artiste défunt va sortir un album posthume dans quelques mois. Alors oui, sur ce point-là, tu as raison. En revanche, c'est nous qui la consommerons sa musique et qui ferons exister son image dans le temps, ce pourquoi parfois, il faut savoir laisser reposer en paix les personnes qui en ont fait le souhait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les frérots, j'espère qu'elle vous a plu et je suis désolé s'il y a eu pas mal de bips etc parce que le robot YouTube kiffe pas trop mettre en avant ce genre de sujet. Comme d'habitude si t'es arrivé jusqu'ici frérot, je te le rappelle mais oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo. Nous en tout cas on se dit à samedi prochain, bisous bonheur.